je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin, qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour à tous, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir François d'Espagne, du château Corbin d'Espagne notamment. Grand Corbin d'Espagne, pardon. Je suis vraiment super content de t'accueillir avant de te laisser te présenter parce que, comme je te le disais, on s'est rencontrés au salon Biodivin où tu étais le mois dernier, en novembre du coup, puisqu'on enregistre en décembre. Et j'étais très content de te croiser et de déguster les vins avec toi parce que Grand Corbin d'Espagne, pour moi, c'est aussi un souvenir d'enfance. C'est un souvenir de mon papa qui était un grand fan de ce domaine-là. Et quand je lui ai dit que j'allais te rencontrer et faire un podcast avec toi, il était très content. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de parler de ce genre de choses parce que c'est un métier assez humain en introduction. Mais voilà, maintenant, je te laisse tout simplement te présenter. En tout cas, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que cette dégustation avait été sympathique. On avait bien pu échanger. Donc, François d'Espagne, je suis vigneron. Je me définis d'abord comme un vigneron, c'est-à-dire quelqu'un qui est un viticulteur, mais également qui élabore ses vins. Mon histoire, c'est une histoire familiale, puisque Grand Corbin d'Espagne est une propriété qui a plus de 200 ans. Si on fait l'histoire même de ma famille, on est à Saint-Émilion, je dis souvent on est à Saint-Émilion depuis toujours, puisqu'on a remonté 12e, 13e siècle, il y a déjà des d'Espagne présents à Saint-Émilion. Après on a la généalogie complète, depuis 1600 jusqu'à nos jours, où on est, ma famille ce sont des vignerons, travaillent dans les vignes, sont des ouvriers agricoles, on pourrait dire, puisqu'on a retrouvé dans nos archives familiales, on est brassier. C'est-à-dire on prête nos bras pour travailler les vignes. D'accord, on disait brassier. On disait brassier, journalier, déjà à qui on attribue une parcelle de vigne à faire dans la journée. D'accord, ok. Donc c'est un journal, d'ailleurs j'ai des parcelles qui s'appellent le journal ou les 5 journaux. C'est une surface à l'époque qu'on peut estimer à peu près 1/3 d'hectare. C'est ce que pourrait faire un homme dans une journée par rapport aux travaux de la taille, c'est ce qu'on pense avoir retrouvé. Et puis on est laboureur à bœufs. Et puis juste avant la Révolution française, en fait, ma famille est métayée, tout près de Grand Corbin, est métayée à Cheval Blanc, lieu-dit Cheval Blanc, puisque le cru n'existe pas réellement encore. Bien sûr. Donc au lieu-dit Cheval Blanc. Et donc mon aïeul, Louis, à 23 ans, il est né en 1789, en 1812, il voit que cette seigneurie de Grand Corbin, c'est une seigneurie qui est tout au nord de Saint-Émilion, qui touche Pomerol, qui fait 400-500 hectares. Le seigneur de Grand Corbin, pour payer les nouvelles taxes, va être obligé de vendre des parcelles. Et donc, mon aïeul fait 200 mètres, et il achète les premières parcelles au lieu-dit Grand Corbin, et crée le cru Grand Corbin, propriétaire Louis d'Espagne. C'est comme ça la première histoire, 1812, notre première étiquette, c'est ça. Et donc, 2 hectares au départ. D'ailleurs, pour revenir, si on fait un peu d'histoire, et je suis passionné d'histoire, il y a beaucoup de crus comme ça qui sont nés d'un morcellement fait de seigneuries. Oui. Figeac, qui est tout près de Grand Corbin d'Espagne, Château Figeac, La Tour Figeac, La Rose Figeac, Lyon Figeac, tout ça, ça démontre des seigneuries qui ont été morcelées. C'est pour ça qu'il y a autant de similarités parfois dans des noms, et bon, ça perd parfois un petit peu les gens, mais ça peut perdre les gens, effectivement. Mais c'est une racine historique, quoi. Exactement, comme on l'a à Saint-Julien, Léoville. Poiferré, Léoville-Barton, Léoville-Lascaz. Oui. Et donc, en fait, on rajoute notre nom de famille pour se différencier. Aujourd'hui, il y a 5 crus qui ont le terme Corbin ou Grand Corbin. On a même des crus qui vont jusqu'à Montagne, Saint-Émilion, qui touchent. Cette seigneurie, on a travaillé ensemble, d'ailleurs, avec nos voisins, je dirais, pour faire l'historique du coin. Et c'est un moment, ça s'appelait même Grand Corbin Maillé. C'est-à-dire Maillé, c'est même des endroits de Pomerol. Donc, c'est une seigneurie qui était très, très, très vaste. D'accord, en fait, Et bon, donc ça se morcelle après la Révolution française. C'est comme ça que notre histoire démarre, avec donc 2 hectares pour démarrer en 1812. La deuxième génération achète vers 1850 une vingtaine d'hectares que l'on a aujourd'hui, construit la maison, le château avec les pierres de Saint-Émilion, très caractéristique, puisqu'à Saint-Émilion, il y a beaucoup d'extraction de pierres sous le village de Saint-Émilion, d'ailleurs qui s'affaisse, on ne peut plus trop passer en voiture. Il y a 200, voire 300 km de galeries sous Saint-Émilion, d'extraction de pierres calcaires pour construire les maisons léchées de Saint-Émilion, même d'autres maisons. Et Saint-Émilion, le village de Saint-Émilion, le village de Saint-Émilion, qui est aussi très typique et magnifique, quoi.
J'invite tout le monde à y aller. Il y a vraiment la chance que l'on a, c'est qu'on a un village médiéval magnifique et puis il y a les vignobles. Donc quand on va à Saint-Émilion, on peut ne pas que faire des visites de vignobles, on peut aussi faire du culturel. C'est intéressant. Donc deuxième génération achète 20 hectares d'un seul coup. Vers 1880, ça prend le nom de Château Grand Corbin Trait d'Union d'Espagne pour se différencier des autres, justement, qui ont le terme Corbin ou Grand Corbin. Et puis, quatrième génération, c'est mon grand-père qui classe le cru, cinquième, sixième, septième. Et aujourd'hui, donc, j'en suis la septième génération. Alors, pour revenir à moi... alors c'est le côté paternel, Grand Corbin d'Espagne, puisque j'ai la chance d'avoir encore mes parents qui ont 88 et 86 ans aujourd'hui. Ils se sont rencontrés, ils ont fait 2 km pour se rencontrer, amoureux comme des gamins, il me le dit toujours mon père, à 15, 16, 17 ans. Et donc maman avait des vignobles sur Montagne Saint-Émilion, Maison Blanche, où est mon frère aujourd'hui, un cru à Pomerol, où est ma sœur aujourd'hui. Donc ça c'est la partie maternelle, et moi j'ai récupéré la partie paternelle à un moment où ma famille m'a demandé de venir reprendre nos crus. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais 18 ans, j'aimais le vin, goûter les vieux vins, plutôt des vins liquoreux, des vieux vins où il n'y avait pas trop de tanins. Et d'ailleurs, toi, tu as quand même baigné ton enfance, tu étais là-dedans, donc tu l'as vécu jusqu'à tes 18 ans. Je l'ai vécu jusqu'à mes 18 ans, même si j'allais faire mes études à Bordeaux, mais j'adorais le coin. Mais je me dis, je vais surtout pas faire le même métier que mes parents. Enfin, surtout, j'imaginais pas faire le même métier que mes parents. Donc, je pars faire des études à l'université sur la biologie végétale, en fait. D'accord. Et donc, je fais la biologie végétale. Et puis après, je me spécialise plutôt sur la microbiologie. Puis la biologie, la génétique et la biologie moléculaire. Et là, j'ai 22, 23 ans. Je commence à dire que le vin, c'est quand même un peu assez intéressant. Et notamment dans ce type de recherche. De recherche, exactement. Les levures, en fait, c'est sur les levures. Et je vais rencontrer un professeur qui s'appelle Denis Dubourdieu, qui est à l'université de Bordeaux, qui me dit, votre parcours m'intéresse, vous avez fait la biologie moléculaire, est-ce que vous pourriez travailler avec moi pour faire la biologie moléculaire sur les levures ? C'est génial, une opportunité fantastique. Et donc, je vais faire de la recherche en biologie moléculaire sur les levures, notamment à Pétrus, à Carbonieux, à Fiesal, à Leguet. Que des petits châteaux. Voilà, c'est très sympa donc d'aller dans ces crus-là où j'en garde un souvenir exceptionnel, notamment à la maison Jean-Pierre Moix de Pétrus, où là, on va donc étudier les levures. Donc, je continue et Denis Dubourdieu me dit, j'aimerais bien vous continuer, qu'on fasse de la recherche dessus. C'est à ce moment-là où ma famille me dit, mon oncle qui gérait le vignoble avait des gros problèmes de santé. Il me dit, ce serait bien est-ce que tu continues ta carrière universitaire ou est-ce que tu reviens sur la propriété familiale? Donc je fais en même temps, en parallèle, un diplôme national d'œnologue. Et donc à Bordeaux aussi. À Bordeaux aussi. Je décide donc d'arrêter la recherche en biologie moléculaire, de me consacrer. Je fais un master spécialisé en gestion de propriété viticole. Parce que moi, toutes mes études, c'était des levures à regarder. Et finalement, je connaissais les vignes, mais sans plus. Et puis la gestion d'une entreprise, rien du tout. Donc je fais ce master spécialisé qui est à Bordeaux Sciences Agro aujourd'hui, qui va me permettre de mieux comprendre l'entreprise, d'être capable de discuter avec un expert comptable et de prendre à même cette propriété-là. Je devais même partir aux États-Unis. J'avais rencontré quelqu'un à Pétrus justement qui m'avait demandé pendant un an de venir travailler avec lui en Californie. Bon, donc tout ça s'abandonne et donc je reprends vraiment la propriété pour aider mon oncle qui gérait cette propriété-là et donc était assez gravement malade. Et j'en reprends la direction totale donc en 1996. Tu as quel âge ? Là, en 92, j'ai 28 ans. Donc, en 96, j'ai 32 ans. Et je prends vraiment... C'est une sacrée responsabilité. Sacrée responsabilité parce qu'en fait, je me retrouve à la tête de cette propriété-là où il va falloir prendre des décisions importantes. Le cru avait besoin de refaire des investissements, d'aller de l'avant. Même si, et tu l'as dit, Grand Corbin d'Espagne, par rapport à ta famille, qui connaissait, le cru était bien connu, bien implanté. Il y a une vraie marque, je dirais, existante. Mais il y avait besoin de faire d'avancer et de se mettre dans la qualité optimale et peut-être profiter un peu plus des nouveaux techniques et que tout ce côté scientifique qui m'avait aidé, essayer d'aller plus loin. Et notamment, dès que je reprends la vigne, même si je suis né, comme on dit, dans un pied de vigne dans la région, je passe à côté de vignes et je me disais, voilà, comme mes enfants aujourd'hui, on passe, comme toi peut-être, tu passes des vignes, pourquoi autant de vignes et pourquoi autant de différences? Et ce qui me fascine, c'est de dire, devant mon chai, j'ai 500 mètres de terrain, coupé en 6 parcelles de vignes. On aurait fait ça en Argentine. En Argentine, on fait un rang qui fait 600 mètres de long, on est tranquille. Pourquoi mes arrière-grands-parents ont coupé ce terrain en 5 fois? Pourquoi ils n'ont pas fait tout droit? Donc là, je vais faire des
fosse pédologique, c'est-à-dire un des premiers à le faire, donc c'était il y a 25, même il y a 27 ans. Oui, parce que moi, là, aujourd'hui, on en commence à en discuter beaucoup plus, parce que même la fosse pédologique, c'est différent de faire juste des prélèvements, c'est plus aller conséquent. plus loin, exactement. C'est aller plus loin, prendre de la terre, analyser. Bien sûr. Ouais. Donc, la fosse pédologique, c'est, je vais donc dans mon vignoble prendre un petit tracteur, aller entre 2 rangs de vignes et faire des trous. Avec une petite pelle, on fait ça, mais qui fait donc 1,50 m, c'est très étroit, et 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de profondeur, et je vais rentrer dans le trou. Parce qu'en fait, les racines, elles sont pas là en surface. Oui, bah bien sûr. Elles vont aller en profondeur. Et donc là, on arrive à comprendre, en faisant ces fosses pédologiques, la nature du sol et surtout de comprendre les strates. Je vous montrerai des photos où on voit bien qu'il y a différents types de sols, et notamment dans cette zone de Saint-Émilion qui touche Pomerol, on a beaucoup de crasse de fer, cette argile bleue très particulière que le merlot adore. Et en fonction donc de ces 150 fosses pédologiques sur mes 28 hectares... 150 fosses, oui, ça prend quand même du temps. Ça prend du temps. Parce que c'est dit vite, mais c'est fait... Ah là, c'est plus d'une semaine de travail. Avec, et après, en plus, on va reprendre ces analyses. Faire des analyses, hein. Il y a le visuel, mais il y a aussi l'analyse. Hein, ça permet de connaître la texture du sol, la structure du sol, la matière organique, est-ce qu'il y a besoin d'irriguer, comment se comportent les racines, est-ce qu'elles restent en surface, est-ce qu'elles vont en profondeur, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il faut drainer. Donc ça donne beaucoup d'informations et ça va me permettre de travailler de façon extrêmement précise sur le vignoble. Et donc, comme ça, de répertorier 53 parcelles de vignes différentes. 53. 53, en fonction. Sur un combien d'hectares? 28 hectares 80. Encore en Espagne, c'est 28 hectares 80 aujourd'hui. Donc ça fait plus de 2 parcelles par... 2 trous par parcelle, exactement. Et donc, entre 2 et 3, voilà, généralement. Donc ces parcelles-là, il y a la notion de sol qui intervient en premier, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça va dépendre s'il y a du sable sur 20 cm ou s'il n'y en a pas du tout, si elle a l'argile, est-ce qu'elle a 20 cm, 30 cm, 40 cm, tout ça, ça va donner, on va répertorier, je dirais, on va avoir une carte bien plus précise du sol. Si on rajoute à ça la nature du cépage, entre un merlot, un cabernet franc, voire un cabernet sauvignon, j'en ai 1%, on pourra expliquer tout à l'heure pourquoi 1%. Donc ça, si on rajoute l'âge des vignes, hein, il y a des vignes qui ont 3 ans, 15 ans, 25 ans, 50 ans. J'ai des vignes de mes grands-parents qui ont 1 siècle. Donc tout ça, on va faire une gestion parcellaire beaucoup plus précise. Oui, donc tu segmentes par sol, par âge des vignes aussi. Exactement. Donc, en fait, ça fait sol, vraiment... âge des vignes et cépage. Et donc ça fait, c'est ça les variables. Mais c'est vraiment la nature du sol qui est importante. Il faut savoir que ces fosses pédologiques, je continue à en faire. C'est-à-dire quand j'arrache une vigne aujourd'hui, c'est finalement la génération suivante qui va en profiter. Et donc de bien prendre les bonnes décisions, là on refait 4, 5, 6 fosses sur une parcelle nue quand on l'a arrachée. Et on se repose la question, quel porte-greffe, le porte-greffe, vous savez que les vignes sont greffées, après quel cépage sera le meilleur, et ainsi de suite. Donc ça permet de planter, de réfléchir à 10, 20, 30 ans. Parce que, comme je dis, je suis comme au rugby, aujourd'hui c'est moi qui ai le ballon, je cours et j'ai envie de transmettre le mieux possible, avec les connaissances du moment, à la génération qui va suivre. Je trouvais ça assez intéressant parce que de faire ce lien-là dont tu parles et qu'on retrouve quand même assez souvent dans les vignobles, avant, on n'avait pas du tout les moyens aussi poussés, les avancées chimiques notamment, parce que c'est là-dessus qu'on a fait aussi beaucoup d'avancées sur la compréhension, et je pense que tu en parleras bien mieux que moi. Mais en fait, on se rend compte qu'il y avait quand même déjà plein de choix qui étaient d'une logique imprenable avec des moyens très limités, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est beaucoup d'émotions quand je dis ça, parce que c'est beaucoup par rapport à ma famille, en fait. Si demain, je parlais de ces 5 parcelles, là, ces 6 parcelles qui se suivent sur 500 mètres. Demain, je peux faire ce que je veux. J'arrache 2 parcelles et puis je les réunis. Mais à l'endroit exact où mes aïeux avaient mis une allée, le sol est différent. C'est incroyable. Comme je dis, ils étaient sur leur... ils labouraient, hein, donc ils labouraient à la main, hein, ou avec le bœuf devant, et ils voyaient la nature du sol. Et là, ils se disaient, mais, sur cette parcelle-là, quand il pleut, je ne peux plus passer. Là, par contre, je peux passer sans problème. Là, le cabernet franc, il va bien, là, il va un peu moins bien. Et aussi les plantes bio-indicatrices. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, en regardant le sol,
Ouais. Et là, c'est ma nature bio et biodynamique qui intervient. Et ben, ces plantes vont nous dire un indicateur des éléments du sol. C'est-à-dire que là, s'il y a, je dis n'importe quoi, du trèfle, ou là, il y a plutôt de l'armoise, ou là, il y a du chianan, ben, c'est un indicateur pour moi dans le travail de la vigne. Et je pense que mes aïeux fonctionnaient énormément comme ça. Et donc, c'est cette notion de segmentation, de parcellaire. On n'est pas dans la wine industry, on est vraiment dans le cousu main, avec des terroirs qui, dans cette zone, en plus de Saint-Émilion, bougent beaucoup. Et moi, je dirais, on part de 42 mètres, on va jusqu'à 19 mètres, et notamment cette argile bleue va être à différents niveaux. Et donc, on va avoir des nuances de vin aussi, des nuances par rapport au cépage, des nuances par rapport à l'âge. Ça me permet de vraiment composer mon vin, et ça va se poursuivre après dans le chai en ayant beaucoup de cuves différentes, parce que ces 5 parcelles-là sont très différentes. Oui, donc toi, en plus de ça, au moment où tu vas vinifier, tu récoltes, tu fais tout en vinification séparée. Exactement. Ce qui demande aussi des moyens, hein, ça a un certain coût. Après, ça a vraiment un intérêt. Et après, tu réassembles lors de l'élevage, après, ou comment exactement. ça se passe ? C'est-à-dire que en fonction de l'âge, en fonction du cépage, de l'âge de la vigne, du cépage et de l'année, je vais donc avoir, j'ai 53 parcelles de vignes différentes, j'ai 35 cuves différentes. Donc quasiment chaque parcelle a sa cuve. Okay. Et donc ça permet de vinifier parce qu'en fait, je produis 3 vins. Grand Corban d'Espagne, le grand vin, le grand cru classé. Second vin, petit Corban d'Espagne. Voire un troisième vin vendu en vrac. Voilà l'idée. Et donc je vais, et c'est là où je dirais les progrès aussi, on peut aller très loin, mais goûter les raisins pour moi c'est fondamental. On est capable aujourd'hui de choisir en termes de maturité, d'avoir une maturité physiologique, on connaît le sucre, l'acidité, le pH et tout, mais également la maturité phénolique, la quantité de tanins qu'il y a dans la peau. Oui. Est-ce que ces tanins sont extractibles? Est-ce qu'ils vont se libérer tranquillement pendant la macération? On peut savoir la quantité de tanins dans un pépin, dans la peau, la couleur, est-ce qu'elle est extractible, pas extractible? Donc on a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous permettent d'être encore plus précis. Oui, okay. Et ce que je peux dire, c'est que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont fait des vins exceptionnels. On a la chance, par la technique aujourd'hui, de faire, et c'est la nature qui décide les années exceptionnelles, je dirais même vigneron, c'est ça l'année exceptionnelle, c'est même le mauvais vigneron qui va faire du grand vin, parce que c'est facile, la nature est là. Par contre, les années où il faut être extrêmement précis, la technique, la connaissance, la recherche nous a permis de progresser, de faire des bons vins, même si la nature n'a pas été forcément hyper favorable. Ouais. Mes parents, dans les années 60, ont fait du 61 exceptionnel. Il avait gelé, donc ils ont fait 10% d'une année. Ok, parce que c'est réputé comme étant une très grande année, 1961. 61, c'est exceptionnel. Et vous avez fait 10% de... Ouais, parce qu'il a gelé, en fait, particulier 61, il a gelé au mois de mai, au moment où la vigne était déjà bien poussée, et ça a gelé les inflorescences, l'apex, alors je ne veux pas être trop compliqué, mais c'est la branche, le bout du rameau qui commence à pousser. Oui. Cet apex était relativement haut, donc il n'a pas gelé. Par contre, près du sol, il y avait les inflorescences, qui sont les futures grappes, fleurs, passage en fruits. Et ça a gelé, donc ça a détruit une partie de la récolte. Donc en fait, c'est des vendanges vertes naturelles. Et la vigne, elle, n'a pas gelé. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de 2017, récemment, où la vigne était très très peu poussée. Donc les apex étaient près du sol, donc on froid. Et dès que l'apex, lui, est touché, le rameau, il tombe. D'accord. Donc 61, voilà, c'est une parenthèse, 61 exceptionnel pour ça. Après, c'était le côté paysan. 62, il y a beaucoup de raisins, on va tout laisser. 62 est bon, mais pas exceptionnel. 63, il y avait du mildiou partout. 65, pareil. 68, pareil. Donc c'était beaucoup plus aléatoire. Aujourd'hui, le progrès nous permet, ces connaissances, de faire... D'amortir un peu plus, on va dire, en fonction des millésimes. Et je prends l'exemple 2007, par exemple. 2007 est une année, moi, que j'adore, qui a été hyper compliquée. C'est ça, finalement, quand on est vigneron, c'est ça qui est excitant. 2007, mes parents n'auraient probablement pas sorti de vin. 2007, il a fleuri très tôt, au mois de mai, vers le 20 mai. Une récolte qui était prévue vers début septembre, qui était très précoce. Mais on a eu le mois d'août le plus pluvieux que l'on ait connu. 3 fois plus d'eau qu'une année normale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une bonne maturité. Mes parents, autrefois, et quand je dis mes parents, ou les générations précédentes, l'œnologue, qui était le chimiste avec sa blouse blanche, leur disait, vous ne récoltez que 110 jours après la floraison. Donc 110 jours, c'était le 7 septembre. Or là, tu voyais bien que... on n'y était pas. On goûte les raisins, on n'y est pas. Et c'est là où on a les progrès. Sucre, acidité, c'est pas top. La maturité phénolique, c'est-à-dire les tanins, les pigments ne sont pas parfaitement mûrs. Donc on attend. Je prends souvent mon téléphone pour montrer. J'ai mon site internet de météo, j'en ai 9 qui me permet de suivre ce qui se passe. Ben, le temps est superbe. J'appelle mes vendangeurs. J'avais prévu vers le 7 septembre. Je dis non, on va attendre plus longtemps. Et puis 5 jours plus tard, je leur dis on va attendre encore plus longtemps.
On a eu le mois de septembre le plus chaud de 2007. Et 2007, on est arrivé par cette connaissance de la science de faire un bon vin. C'est pas exceptionnel parce que la nature n'était pas là pour nous. Mais 2007, j'adore ce millésime-là qui a été moins puissant que les autres, mais plus élégant et fantastique. Voilà, je dirais, un exemple concret du progrès. Ouais, ok. Comme également, donc, on revient aux fausses pédologiques, ça nous permet aujourd'hui, quand on fait une plantation, de pas trop se planter, de réfléchir, d'avoir des éléments. Mais vous voyez que mes parents et arrière-grands-parents n'étaient pas idiots, ils savaient faire les choses. Et récemment, j'ai planté une vigne deux côte à côte, je me dis, j'arrache toutes les deux, puis je vais faire une seule entité pour gérer plus facilement. Ben, à l'endroit exact où ils avaient fait la coupure de ces deux parcelles-là, le sol était complètement différent. Et donc, j'ai remis deux parcelles différentes avec Merlot et Cabernet Franc. On est passé d'un bon sens paysan qui est lié à l'observation, au temps long, à la nature, à la compréhension de la nature, à quelque chose où on comprend la source de chaque événement. Et cette analyse-là nous permet de compenser certaines lacunes qu'on ne pouvait pas compenser par la simple observation, on va dire. C'est ça, Exactement. Exactement. Et on n'a pas trop parlé jusqu'ici un peu d'encépagement. C'est quoi les cépages aujourd'hui sur les différentes parcelles? Enfin, aujourd'hui, la majorité, que ce soit sur le château Grand Corbin d'Espagne et le Petit Corbin aussi. Alors, Grand Corbin d'Espagne, si on fait l'ensemble, c'est 75% de Merlot, 24% de Cabernet Franc et 1% de Cabernet Sauvignon. Je l'ai abordé tout à l'heure, ce 1% de Cabernet Sauvignon, c'est pas pour faire joli. Il faut savoir que l'État, il y a 50 ans, obligeait toute nouvelle plantation, même à Saint-Émilion, de mettre du Cabernet Sauvignon parce que c'était un cépage plus tardif et qui ne gelait pas. Or, c'est une hérésie. Saint-Émilion sont des sols d'argile, et ça, je vais en parler tout à l'heure, des sols d'argile, pas du tout favorables au Cabernet Sauvignon. Donc, quand je suis arrivé, j'avais 3 parcelles de Cabernet Sauvignon, deux qui étaient catastrophiques. Malgré tout le travail et l'attention que vous pouvez y porter, on n'arrivait jamais à une bonne maturité. Mais j'ai une parcelle qui donne de bons résultats, donc je l'ai gardé. D'accord. Parce que cette argile, c'est fondamental. Je pense que, justement, c'est fausse pédologique. Il faut bien comprendre que le merlot, c'est l'argile. Pourquoi rive droite, on met du merlot majoritairement? C'est pas parce qu'on est à rive droite et pour se faire plaisir. Le meilleur exemple, tout près de chez moi, à 500 mètres, il y a Cheval Blanc et Figeac, qui est sur une nappe graveleuse, très différente des autres de Saint-Émilion en général. Et donc, eux, ils ont une proportion de Cabernet beaucoup plus élevée que Grand Corbin d'Espagne ou les Pomerol notamment. Et donc, cette argile bleue, elle est extraordinaire parce que cette argile bleue va emmagasiner toute l'eau qui tombe. Maintenant, là, on est en 2023, il est tombé en un mois et demi 420 mm d'eau, c'est-à-dire la moitié d'une année. Alors là, les nappes phréatiques, tout va bien là pour l'instant, hein, on a vraiment eu de l'eau. Et donc, cette argile bleue va emmagasiner cette eau, va gonfler comme une éponge et va être une réserve. Et donc le merlot ne va pas souffrir. Et j'espère ne pas être trop chauvin, goûter des bons merlots dans le monde, il n'y a pas 36 000 endroits. Et je pense que Saint-Émilion et Pomerol, voilà, mais j'ai goûté et j'aime les vins. Et voilà. Je ne suis pas chauvin, j'espère, quand je dis ça. Et donc, c'est extraordinaire. C'est une réputation qui s'est aussi bâtie. Enfin, tu n'es pas le seul à le dire non plus, quoi. Voilà, les merlots américains, les merlots de Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, c'est pas... Voilà, c'est soit trop mûr, soit pas assez mûr. Enfin bon. Donc, c'est vraiment grâce à cette argile. Et cette argile bleue de Pomerolaise, je dirais, elle est fantastique. Parce que vraiment, et on le voit comme une année comme 2022 exceptionnelle, que vraiment j'adore, il a fait quand même très très chaud, dès le mois de juin, des périodes de canicule. Mais les vignes, elles sont toutes vertes. Hein. Elles ne sont pas en stress. Parce que justement, mon rôle, moi, de vigneron, c'est de demander aux racines d'aller en profondeur, d'aller atteindre cette argile-là, pour que, en cas justement de sécheresse, par capillarité, eh ben, les racines du merlot, elles vont prendre tranquillement l'eau dont elle a besoin, et donc elle ne va pas avoir de stress hydrique. Il faut qu'elle ait une contrainte hydrique, et pour moi, à un moment où la vigne, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, parce que normalement elle pousse tout le temps, mais le stress hydrique, ça peut être par contre négatif. Je l'ai eu, ce stress hydrique, sur quelques pieds de très jeunes vignes qui n'avaient pas atteint la couche d'argile. Et elle, là, par contre, question de profondeur de racine. Exactement. Et là, on voyait les feuilles jaunissaient, et même, en fait, la vigne, pour une question de survie, va puiser l'eau qu'elle a dans les raisins, parce qu'elle n'arrive pas à en avoir dans le sol, puisqu'elle n'a pas atteint l'argile, et les raisins se ratatinent, et ils ne sont pas bons. Et donc là, j'ai coupé ces raisins, n'avaient pas d'intérêt. Donc, c'était un mode de survie dans ces cas-là. Mais pour revenir à l'argile, cette argile bleue, ou dans d'autres régions, parties de Saint-Émilion, argilo-calcaire, argilo-limoneux, argilo-sableux, enfin il y a un peu de tout, c'est l'argile quand même qui est fondamentale pour ce merlot. Donc quand même pour revenir à ta question, ma proportion de merlot diminue légèrement pour plusieurs raisons. J'aime faire toujours de l'histoire, 56, un gel à Bordeaux, mais un gel hivernal, fin février. Fin février, en fait tout début février il fait très chaud.
la vigne commence à pousser, la sève commence à monter. Et un froid arrive vers fin février, moins 20 degrés. Et donc, enfin, pas moins, ouais, à des endroits il a fait moins 20, mais plutôt moins 10. Ouais. La sève a gelé, a fait éclater les pieds de vigne, parce qu'il était monté, la sève était montante. Et donc les pieds sont morts. Ouais, C'est pas comme en 2017 où ça touchait uniquement, c'était du -2, -3, ça touchait le rameau. Là, ça touchait le pied de vigne. Et donc, beaucoup ont arraché leur vigne, c'est notre cas. Hein, et le pépiniériste en disant, Monsieur d'Espagne à mon grand-père, allez, vous mettez du merlot, vous allez voir, pour remplacer vos Cabernet Franc, ça va pousser plus vite, vous allez les avoir du raisin, vous allez rattraper le temps perdu. Ouais. Et donc, il y a eu un changement. Une question de production, quoi. Exactement. C'était une époque. Ça reste Et ça reste aussi, je pense, c'est important de le dire, ça reste aussi des entreprises. Donc, d'une certaine manière, il y a un moment, bon, bah, il faut faire des choix qui permettent de compenser des années qui sont très difficiles, très mauvaises. Donc, exactement. Et il y a également cette notion d'agriculture après la guerre. On produisait, et la vigne a subi ça. Ouais. Il fallait produire, il fallait mettre des engrais, il fallait faire vraiment produire la vigne. Et on est dans cette époque-là. La partie productiviste. Exactement, la partie productiviste. Où on commence à développer aussi beaucoup les engrais chimiques, ce genre de choses. Exactement. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, j'arrache plutôt ces vignes-là. J'ai des vignes qui ont plus d'un siècle que je garde, mais des vignes des années 60 qui sont moins intéressantes que des vignes qui ont un siècle. Hein, parce que c'est vraiment une période qui n'est pas favorable. Donc, j'en reviens à mon modification en cépagement. Il y avait plus de Cabernet Franc, pas plus que du Merlot, mais il y en avait probablement. D'après mes écrits, j'ai la chance d'avoir des écrits de mon grand-père. Ah, génial. Un tiers, on devait avoir au moins un tiers de Cabernet Franc. Donc quand je suis arrivé il y a 96, on était à 82% de Merlot, on est à 75%. D'ici peu, je vais arriver à 70%. Voilà, c'est ma volonté de faire 2 tiers, 1 tiers. J'adore le Merlot. Moi, je suis un fanat de Merlot. Mais on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Un peu réchauffement climatique, l'alcool ici et là. Donc on travaille dessus. Cabernet Franc permet aussi d'avoir cette droiture, cette fraîcheur, ces pH plus bas et un peu moins d'alcool qui sont très favorables de gérer dans l'assemblage. Eh ben, je pense que c'est le bon moment du coup pour passer à la dégustation. Je sais pas ce que tu en penses. Avec plaisir. Tu nous as gentiment apporté une très jolie bouteille de Grand Corbin d'Espagne 2020. Oui. Écoute, je te propose qu'on prenne tout simplement notre verre. Et qu'on puisse déguster. Ils n'ont pas la chance de déguster comme nous. Donc, je te laisse peut-être commenter cette dégustation pour qu'ils puissent le vivre à travers ce micro, on va dire. Alors, d'abord, ce millésime. Moi, 2020, j'adore les 2020. À Bordeaux, on a vraiment une très belle année, d'une très belle maturité exceptionnelle. Et il y a aussi un côté émotionnel fort. 2020, il faut se remettre dans le contexte. On est en pleine crise sanitaire. Un printemps hyper pluvieux, très compliqué. Moi, on va peut-être en parler tout à l'heure en culture bio, comme tu l'as dit, hein, mais aller plus loin. Et la culture biologique demande d'être extrêmement présent, d'avoir une équipe, d'être hyper réactif à tout moment de l'année, vendredi, samedi, dimanche, je dirais, démarrer à 5h du matin s'il faut, pour protéger la vigne et essayer d'éviter d'être atteint par le mildiou. Et donc en 2020, on est tous avec nos masques, on fait attention, on a tous peur les uns des autres. Et là, il pleut et mon équipe me dit, attendez, vous avez vu le temps qu'ils annoncent dans 2 jours là? Si on n'intervient pas dans les vignes là ce week-end, on perd la récolte. Hein. Je dis, ouais, mais le masque et tout, comment on va faire? On s'en fout, on y va, à dos. Parce qu'il avait tellement plu qu'on rentrait même pas dans les vignes. Ah oui, d'accord, ok. Il y avait, moi, sur les 28 hectares de Grand Corbin d'Espagne, j'en ai 8 qui sont hyper argileux. Alors là, quand il pleut 40 mm d'eau, on s'enfonce. Le tracteur, c'est pas la peine. Ouais. Donc là, il faut y aller à dos. Hein. Et donc tous, non, on sauve la récolte, on y va. Hein. Et là, rien qu'en en parlant, j'ai les poils qui hérissent parce que j'osais presque même pas leur demander. Parce que on est dans une période, il faut savoir, en avril-mai 2020, on est tous à se regarder, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Hein, donc c'est pour ça que ce millésime à ce côté-là. Alors après, il a eu un cycle physiologique exceptionnel. Il a eu magnifique la sécheresse, la chaleur quand il fallait au mois d'août, un début septembre très très chaud qui a vraiment concentré les raisins. Et c'est un millésime que je trouve très abordable pour tout le monde. C'est-à-dire que même jeunes, hein, et on le voit ça, les Bordeaux jeunes sont aujourd'hui plus accessibles, même un grand vin, même un grand cru classé. Et là, on le voit. C'est ce qui leur a été reproché pendant longtemps. Exactement. Et aujourd'hui travaillé pour être plus accessible dans la jeunesse. Exactement. Et c'est le cas notamment de ce millésime 2020. Exactement. Donc là, on voit déjà, c'est des vins qui sont riches en sucre, hein. En fait, les raisins étaient riches en sucre. Pour moi, très important en bio, c'est justement pourquoi aussi le bio, qui était au départ plus des raisons, je dirais, de protection de mon équipe. Moi, j'habite sur place. Hein. Moi, le château, comme on dit, en tout cas la maison qui est sur l'étiquette, c'est ma maison, j'habite là, hein, en plein milieu des vignes. Pour moi, c'est fondamental. Je vais pas au bureau. Moi, vivre le vignoble, et quand on est en bio, c'est encore plus vrai. On est des vrais vignerons, on est là. Et donc, ce millésime-là, 2020, est
Voilà, il est magnifique parce que le nez. Alors tu veux qu'on parle de la couleur? Moi, on a déjà un rouge violet, encore un rouge violacé. C'est très profond, c'est très riche. Il y a une matière sur le papier qui est énorme, mais une matière justement qui est quand même bien polissée par cette maturité parfaite qu'on a pu. Je suis pas du tout un fanat de la surmaturité. Pour moi, il faut de la fraîcheur. C'est-à-dire que Bordeaux, on peut aller encore plus loin, mais Bordeaux, ce qui est important, c'est de maintenir le pH. Le pH ne fait pas rêver tout le monde, loin de là. Moi, je suis un fanat de pH. Le pH pour le vin, c'est l'acidité, pour que tout le monde puisse comprendre. On mesure l'acidité. Alors, il y a l'acidité, on va dire, plus l'acidité est haute, plus le pH est bas. C'est à l'opposé. Et donc, avec un réchauffement climatique, on a peut-être tendance à avoir des vins de plus en plus mûrs, donc de moins en moins d'acidité, et des vins plus alcoolisés. Et donc, le fait d'être en culture bio, ça c'est mon observation, on a des pH plus bas. Donc, on maintient la fraîcheur, même si on a des degrés alcooliques plus élevés. Et donc, en bouche, on garde ce côté, non pas vin américain, un vin Nouveau Monde très riche, très bien en dégustation. Il faut que Bordeaux, on travaille, moi en tout cas c'est vraiment ce que je souhaite faire, maintient ce côté dégustation, fraîcheur et manger lors d'un repas. Donc là c'est très profond, c'est un magnifique rouge, hein. On voit que ça, il y a beaucoup de pleurs, on sait que les pleurs c'est la tension superficielle de l'alcool par rapport au verre, et que là bon il y a pas mal d'alcool sur ce vin, il pleure, c'est bon, c'est plutôt bon signe, les verres sont magnifiques en plus. Alors du coup tu fais la transition toute faite, on a la chance donc pour ce podcast d'être sponsorisé par Riedel, qui est partenaire officiel du podcast. Tu vois, sans le savoir, hein, tu vois, j'allais en parler juste après, mais donc c'est parfait. Là on a la chance d'avoir des verres qui sont taillés pour les vins de Bordeaux, vraiment, qui font partie de la gamme Vélos. Voilà, c'est une gamme qui est développée chez Riedel, qui est très intéressante. Et effectivement, le verre est plus qu'adapté au vin qu'on déguste. Et combien de fois on le répétera, le verre, c'est un composant extraordinairement important de la dégustation. Ça, je me bats en permanence pour ça, pour avoir des bons verres vraiment adaptés. Et quand on voit quelques endroits où on a des verres qui ne sont pas du tout adaptés à la dégustation, c'est dommage. Et alors, petite parenthèse justement, est-ce que c'est pas les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, dans un sens où à l'étranger parfois on a plus souvent des verres entre guillemets adaptés qu'en France où on a encore une tradition des verres esthétiques qui remontent à voilà. Comme le verre ballon ou les trucs comme ça, des trucs désormais. mais c'est assez vrai. C'est assez vrai. Enfin bref, excuse-moi, on va revenir en tout cas sur la dégustation. Alors on voit déjà le nez, enfin, c'est là où on voit que la forme du verre a énormément d'importance, parce que là, sans l'avoir réellement remué, c'est très fruit, c'est très fraise, c'est très fruit. C'est pas surmûr, pas le pruneau, c'est le fruit frais. Moi, c'est mon travail. Là, c'est le merlot bien exprimé avec ses autres notes du cabernet franc, des notes assez épicées aussi qui sont là derrière. Il y a un nez qui, déjà au premier nez, j'ai toujours pas remué le verre, a déjà beaucoup d'éclat et de la fraîcheur. Pour moi, c'est capital. Et si on remue, là, on retrouve encore ces arômes vraiment du merlot épanoui, fruits frais. Pour moi, il y a des odeurs de cassis, il y a des odeurs de framboise confite, il y a des odeurs de cerise. C'est très très riche, plus l'arôme épicé. On sent un peu le bois, mais pas trop. Pourtant, j'ai le Ève, mon vin en fût, hein, en amphore aussi. On pourra en reparler depuis d'ailleurs 2019. On peut le dire tout de suite. Parce qu'en fait, les amphores, qu'est-ce qui se passe? C'est que les barriques, je pense que c'est un composant d'élevage du vin. Mais le tort qu'il y a eu, c'est que certains ont pensé qu'avec un mauvais vin, on aromatise avec les barriques. Et c'est l'image de Bordeaux. Pour Bordeaux, moi, combien de fois on me dit, mais Bordeaux, c'est trop boisé. Je dis, attendez, oui, il y a eu toujours des gens qui font un peu n'importe quoi, mais ne caricaturez pas. Ça dessert tout le monde. Pardon ? Ça dessert tout le monde. Et puis finalement, il y a des gens qui disent, Bordeaux, c'est boisé. Pour des raisons un peu, vous le savez, un peu historiques. Enfin, tu le sais, avec Robert Parker, qui aimait bien le vin boisé et tout, qui est un dégustateur que je respecte. Mais de faire une caricature de vin, il y a quand même des vins, il y a 20 ans, qui faisaient un élevage 200% en barrique neuve. 9 mois en barrique neuve, ils changeaient les barriques au bout de 9 mois pour à nouveau des barriques neuves. Ah oui, quand même. Non, mais là, je veux dire, il n'y a plus de vin. C'est complètement masqué. Donc, oui, le fût est important pour l'élevage du vin, pour l'affinage du vin. Et ce que j'ai remarqué quand même depuis quelques années, quand je commence à dire 25 ou 30 ans, voilà, mais c'est pourtant le cas, on utilisait... C'est l'expérience. On utilisait des barriques de 3, qui avaient fait 3 vins, qui avaient déjà élevé 3 millésimes, 4 millésimes peut-être.
Et puis petit à petit, on a réduit, on a enlevé ça, puis 3 vins, puis 2 vins. Et je constate, moi, que les barriques de 2 vins, quelquefois, peuvent abîmer le vin sur certains millésimes. Quand je dis abîmer, c'est quoi? C'est-à-dire que les tanins du bois, par rapport à la structure du vin, peuvent prendre le dessus et assécher légèrement le vin. Et ma volonté, ça a été de dire, ben ça, je vais mettre plutôt de côté les barriques de 2 vins, on va prendre le moins possible, et voir justement faire des essais avec des amphores. Essayer de trouver un contenant qui a le même potentiel d'oxydoréduction que la barrique, sans avoir les apports de bois. Parce que c'est ça aussi, le rôle de la barrique, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est le côté légèrement, la porosité un petit peu du bois, qui apporte une micro-oxygénation, qui est très importante pour les vins, et notamment pour leur vieillissement, puisqu'ils sont en contact légèrement avec de l'oxygène dès leur élevage, c'est ça? Alors, il y a ça, et cet oxygène va servir de catalyseur, va faire des réactions de polymérisation entre les différents polyphénols. C'est quoi les polyphénols? Ce sont les tanins et les pigments rouges. Et donc l'oxygène va complexer ces polyphénols, faire des macromolécules, des choses plus grosses, plus gras, et donc des vins qui vont prendre plus de volume et qui vont être plus stables dans le temps. D'accord. C'est aussi l'avantage de la micro-oxygénation à travers le bois, à travers la barrique de chêne. Donc c'est extrêmement positif. La barrique aussi est un petit contenant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très haute, donc ça veut dire que les lits, ce sont les levures. Quand on fait la fermentation alcoolique, les levures mortes, il y en avait jusqu'à 100 millions par millilitre pendant la fermentation alcoolique, donc tout ça, ça doit précipiter naturellement. Et quand c'est dans un petit contenant comme la barrique, ça va s'affiner naturellement. Alors que si je laisse le même vin en cuve, par des phénomènes physico-chimiques, en fait, tout ça va rester plus ou moins en suspension. Et j'aurai besoin, plus par la suite, d'imbiber mon vin en faisant une filtration plus sévère ou un collage. Alors qu'en barrique, ça se fait naturellement beaucoup plus souplement. Et ça se fait au bout... Et le lit se dépose. Et d'où l'intérêt du soutirage après, qui permet d'éliminer ces lits naturellement. Donc il y a beaucoup d'avantages. Plus le côté aromatique, mais... plus. Il ne faut pas que ça soit ça, parce que c'est le risque, et comme je le disais tout à l'heure, des gens qui pensaient qu'on aromatisait les vins. Enfin, je veux dire, c'était quasiment de l'aromatisation. Il faut savoir adapter. Mon job, moi, de vinificateur, d'éleveur, c'est d'avoir cet équilibre entre le potentiel du millésime et ce que va apporter la barrique. Que ça doit être une osmose, quelque chose qui fonctionne bien, et non pas l'un qui prend le dessus sur l'autre. Et il faut bien que tout le monde comprenne que la barrique, c'est pas pour masquer le vin. Si c'est pour masquer le vin, c'est pas un bon vinificateur. C'est-à-dire qu'il est là pour masquer son travail. Alors que moi, c'est pour valoriser tout ce qu'on a fait dans les vignes, moi et les gens qui travaillent dans cet esprit-là. Ok, d'accord. C'est toujours intéressant de rappeler un petit peu à quoi ça sert. Et cet arôme-là va disparaître progressivement, ça va se complexer. Jeune, c'est un peu plus marqué. Là, on sort un peu des arômes, un peu de torréfaction, mais c'est à peine. On retrouve, et à l'agitation, on retrouve le fruit confit qui est là. Il y a même des notes florales. C'est vraiment le nez d'un cru du nord de Saint-Émilion qui touche Pomerol. C'est très pomerolé comme nez, même, on pourrait dire, même si je revendique mes origines saint-émilionnaises, mais il y a ce nez très fin, très élégant, des fruits, des notes même légèrement florales, qui est tout en délicatesse. Ça masque pas. Voilà, mon but, c'est ça. Et donc, même jeune, c'est très agréable le nez. Bon, c'est peut-être à la bouche aussi, parce que du coup, c'est ça qui est étonnant avec ce millésime. C'est déjà agréable à boire. Oui, on a une fraîcheur qui est assez impressionnante. Et pourtant, un millésime chaud. Un millésime où il y a pas mal d'alcool. Mais ça tient le vin, ça maintient le vin sur un côté... et certains qui n'aiment pas ce terme-là, mais un côté un peu aérien aussi du vin que je trouve assez agréable. Aérien, moi ça me va très bien. Aérien, ça veut dire que c'est en bouche, on l'a bien, c'est élégant, c'est frais, mais c'est très long et c'est très très long. C'est là que le potentiel de ce millésime-là, il est super par rapport à ça. La structure tannique qui est très très riche, mais les tanins, on les sait à peine. Si on met la langue contre le palais, ça arrache pas du tout la langue. C'est un millésime hyper mûr, très mûr, mais pas surmûr. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et finalement... ce millésime-là démontre ce que fait Bordeaux depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire, ça c'est un millésime exceptionnel pour Bordeaux il y a 20 ans. Je dis qu'aujourd'hui c'est presque le millésime normal. Si on prend 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, on a des profils de vin comme ça. Et par contre 2021, qui était ce qu'on avait l'habitude de faire dans le passé à Bordeaux, qui est très bon, qui va être un peu plus élégant, un peu moins riche peut-être, et finalement on va devenir l'extraordinaire, l'extraordinaire depuis ce donc réchauffement climatique. Est-ce que il y a une incidence quand même par rapport au vin? Il y a des vins qui sont plus mûrs. Moi, mais je vais dire, c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais aujourd'hui,
le réchauffement climatique nous est positif. Oui, mais aujourd'hui. Je pense que où est la limite? C'est ça le problème. C'est ça, voilà. Je pense que c'est aussi important de le dire. Il y a plusieurs régions qui ont bénéficié de ce réchauffement aujourd'hui. Ouais. La Loire, la Champagne aussi, qui en parlent pas mal, et qui sont dans une phase qui est positive parce qu'ils ont plus de bons millésimes, parce que la maturité est plus souvent atteinte, ce qui était problématique avant de nombreuses années. Exactement. Le problème étant la projection. Et alors, juste, on va refaire peut-être un petit pas en arrière. Je trouve ça assez intéressant d'évoquer ce que tu as vu, toi, comme évolution. Parce que tu as parlé aussi de beaucoup de ce qui avait été observé avant toi, de l'héritage que tu avais, qui est passionnant, des fausses, ce genre de choses. C'est l'occasion, notamment, peut-être de parler aussi de différentes propriétés. Oui. Et même du développement de certaines appellations aussi, de la visibilité de certaines appellations, puisque je pense que c'est aussi important dans le vignoble bordelais. Il y en a qui sont très connus, il y en a d'autres qui l'étaient un peu moins, qui le deviennent de plus en plus. Oui, il y a plein de choses à dire. Donc voilà, je te laisse commencer tout simplement. Alors je reviens, toujours un petit peu d'histoire, mais récente, c'est-à-dire, c'est ta question. Quand j'ai repris le vignoble en 96, les problématiques, c'était d'avoir une bonne maturité au mois de septembre. D'ailleurs, vers le 25 septembre, qui était la date moyenne de récolte de nos vins. Dès que j'ai repris aussi cette propriété-là, j'ai fait ce qu'on appelle des mesures de contrainte hydrique. C'est-à-dire que j'ai pris des feuilles, on prend une vigne, à la véraison, pour que les gens comprennent, la véraison se situe à peu près vers fin juillet, début août, c'est au moment où le raisin change de couleur, où toute la photosynthèse va se concentrer sur ces raisins pour les faire mûrir au maximum. Et donc cette technique de la chambre à pression, c'est de prélever des feuilles, de les mettre dans une chambre à pression, d'extraire l'eau. On a de cette feuille, et on a une corrélation entre la quantité d'eau qu'il y a dans la feuille et la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Et donc si la pression est faible, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dans le sol. Et donc là, c'est ce qu'on ne souhaitait pas avant. Il y a finalement que 25 ans. Donc, c'est là où on a amené. Moi, j'ai connu les vignobles, on les a tous rehaussés de 10, 20, 30, 40 cm. Où, au lieu de rogner, couper, étêter, pour ceux qui... La vigne, elle pousse tout le temps, en fait. C'est une liane. Et donc, en fait, il faut que cette vigne, elle avait raison, s'arrête de pousser. Pour que les feuilles adultes arrêtent de nourrir les jeunes feuilles, et se concentre sur la maturité des raisins. Et donc ça, c'est très important de connaître cette contrainte hydrique pour que vraiment ça se passe. Parce que s'il y a de l'eau, la vigne va pousser tout le temps, et ces feuilles adultes vont nourrir les petites feuilles, et donc finalement le raisin ne va pas être suffisamment mûr. Donc c'est là où on a remonté le feuillage, pour qu'il y ait plus d'évapotranspiration, pour qu'il y ait moins d'eau accessible dans le sol, et que la vigne s'arrête de pousser. Donc encore une technique qui permet d'être encore plus précis dans le vignoble. Pour moi, ça a été très important, cette mesure de contrainte hydrique. Et donc, j'ai vu tout le monde remonter ses vignobles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a pris quasiment trop de sucre. Parce qu'on connaît depuis, j'ai cité les millésimes, depuis 2015, des étés qui sont plutôt chauds, où la photosynthèse fonctionne à fond, où la quantité de sucre s'accumule. On a des vins à Bordeaux plutôt entre 14 et 15 degrés maintenant, alors que j'ai connu en 96, c'était 13, 12,5, 13. Donc on a 1 degré à 1,5 degré de plus en moyenne. Ça va varier, ça va dépendre des millésimes. Si je prends les grands millésimes riches comme 2020, on est à 15. Et là, c'est le côté bio qui m'intéresse, c'est par rapport au pH de maintenir cette fraîcheur. 2023, c'est un peu moins élevé. Mais enfin, pour dire que, quoi qu'il arrive, il y a un peu plus de sucre dans les raisins. Et donc, j'ai fait une expérience cette année, par exemple, pour une étudiante qui étudiait ça, je souhaitais qu'elle travaille dessus. On a pris une parcelle de vigne. On l'a coupée en 4 modalités. Une où on a laissé rogner, donc on a coupé très haut, c'est-à-dire à 40 cm au-dessus du fil, c'est-à-dire il y avait une surface foliaire exposée très importante. D'accord. Comme ce qu'on avait tendance à faire il y a simplement une dizaine d'années. Puis une autre que j'ai mis à 20 cm au-dessus de ce fil de fer, et d'autres 20 cm encore de moins. Et une où j'ai cabané, c'est-à-dire que je n'ai même pas rogné. Et donc, entre la vigne qui était à 40 cm et la vigne qui était au ras du fil de fer, comme étaient mes parents, il y a 1,2 degré d'écart dans le vin, à la fin. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, voilà un des éléments, ça ne va pas être le seul. Déjà, d'essayer de modifier, de répondre à cette usine qui est la photosynthèse, qui fonctionne à plein, peut-être de réduire. Autre chose, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'ai connu il y a 20 ans, 25 ans, des gens qui effeuillaient à mort les vignes.
vulgairement, on disait qu'ils mettaient les raisins à poil dès le mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y avait les raisins, ils pendaient sans aucune feuille. Il faut l'exposer au soleil à fond. Maturité, il faut que ce soit riche, il faut que ce soit plein pour répondre à ces dégustateurs américains qui avaient forte influence à Bordeaux. Donc c'était la caricature. Aujourd'hui, on effeuille quasiment plus. Ouais. Et donc on voit qu'on laisse les raisins à l'ombre. On est presque comme en Californie où moi j'ai vu des vignes, on les laisse retomber pour même faire un maximum d'ombre aux raisins. Alors on peut peut-être enlever les feuilles qui sont dans les raisins, tout ça pour être précis, c'est ce que je fais notamment en bio, puisque en bio il faut éviter que les raisins se touchent, puisque je ne peux pas traiter contre la pourriture grise, c'est naturel. Ouais. Donc il faut bien que les raisins soient étalés, donc ça demande un travail de précision, on repasse dans les vignes pour ça, mais c'est fini les feuillages à mort. Donc après, enherbement, pas enherbement, fraîcheur, on s'est rendu compte. Une expérience il n'y a pas longtemps, l'année dernière. On a des vignes, on met en parallèle des vignes, on laisse toute l'herbe. Des vignes où on travaille légèrement le sol et d'autres où on ne laisse aucune herbe. On peut avoir 19 degrés d'écart en pleine chaleur. Hein. 19 degrés 19 degrés d'écart. Ah ouais. C'est bien, c'est phénoménal. De donner des repères, de comprendre, tu vois, en termes Ouais. de degrés alcooliques, en termes de température, parce que c'est énorme. C'est frappant. Quand j'ai vu ça, alors, c'était une expérience dans un vignoble, c'était pas à Bordeaux, c'était un vignoble très très chaud et tout. Et ça démontre que maintenir l'herbe, c'est bien. Mais maintenir l'herbe, est-ce que aussi, vous voyez, toutes les problématiques que l'on a aujourd'hui, est-ce que ça pompe pas trop d'eau? Et on a quand même ce manque d'eau qu'on peut avoir, même si on vient d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, 420 mm d'eau, donc on est pas trop mal, hein, il y en aura encore jusqu'aux vendanges prochaines. Mais voilà, c'est plein de questions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut enherber, pas enherber? Quelle herbe on met? Quel engrais vert? C'est passionnant. Hein. C'est pour ça, cette gestion parcellaire. Et je ne vais pas dire que je vais faire tout pareil. Moi, ça, c'est aussi un truc important. Quand j'ai repris la propriété en 96, les vieux vignerons qui m'avaient vu naître, François, on va faire comme d'habitude. Hein. Ils avaient peur, si vous voulez. On parlait tout à l'heure des apports de la science et tout. On va faire comme d'habitude. Ça, il a fallu changer quelques... Je dis pas qu'il fallait tout révolutionner, prendre le petit nouveau qui se prend pourquoi, mais il fallait quand même changer un certain nombre de choses et faire cette gestion parcellaire. Il y a des vignes, je ne les gère pas en fonction de l'endroit où elles... De la même manière, en fonction des endroits où elles sont, en fonction de leur âge, en fonction du cépage, en fonction de l'année. Aujourd'hui, faut pas faire le truc comme d'habitude. On n'est pas dans la wine industry, on est vraiment dans le cousu humain. Chaque année, il va falloir la raisonner différemment. 2021, 2022, 2021 arrive entre deux millésimes atypiques, 2020, 2022, enfin plus atypiques maintenant, mais vraiment très riches, très chaudes. 2021, il fallait réagir et pas faire comme on avait fait en 2020. Donc, des vignerons près de leur vignoble pour prendre les bonnes décisions. Oui, ça c'est très important. Pour moi, c'est capital. Alors les autres vignobles, puisque c'était aussi ce ta que question. Dire, Est-ce qu'on peut parler un petit peu, déjà peut-être de l'ensemble des propriétés que tu as? Oui. Faire peut-être une petite présentation de ces différentes propriétés. Et j'aimerais bien qu'on mette un peu l'accent sur le développement de certaines appellations. Parce que je trouve que c'est super intéressant. Celle où j'ai investi il y a plus de 20 ans maintenant, Castillon. Castillon, je m'éclate à Castillon. Aujourd'hui, un vigneron comme moi, même une famille... On ne peut plus acheter un vignoble quasiment à Saint-Émilion et à Pomerol. Les prix des terres, c'est de la folie. C'est la folie. La rentabilité, c'est même pas, je raisonne même pas à rentabilité, parce que si on aimait l'argent, on vend tout, on est tranquille, c'est pas le but. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Et j'avais envie d'un nouveau challenge perso. Encore en Espagne, 7e génération, 500 ans à Saint-Émilion. Même s'il y a des challenges, comme tu l'as dit, et que tu t'amuses toujours autant. Mais il y avait un autre challenge, je crée mon vignoble. Et donc en 2000, mon épouse, Muriel, savait que je cherchais des vignes, elle n'est pas du tout, elle est médecin, donc rien à voir. Puis un jour, elle me dit, tiens, j'ai vu, alors je sais pas comment je sais plus d'ailleurs, j'ai vu un vignoble à Castillon, en plein Vinexpo, 99. Et puis j'arrive, j'attends dans un endroit, je dis là j'y vais. Et un plateau calcaire, argilo-calcaire, le plateau de Saint-Philippe d'Aiguille, magnifique. J'achète 4 hectares, tout près du château d'Aiguille. Et donc j'achète ce cru. Qui fait partie des châteaux connus, vraiment des iconiques de l'appellation. Ceux qui ont permis à l'appellation aussi de Absolument. de Stéphane monter. Neipperg, super pour ça. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et encore d'ailleurs, on pourra en parler, on fait partie d'un club de Castillon avec lui. Donc Ampélia. Pourquoi Ampélia? Parce que le nom me fait pas rêver, c'est Maryland. Bon, je me dis, je regarde le nom des parcelles, c'est le planteau, le brisson, bon, c'est pas top. Et pourquoi Ampélia? Parce qu'en fait, j'ai fait des études d'œnologie et d'ampélologie. Œnologie, c'est la science du vin. Ampélos, la vigne en grec. Ampélologie, que j'ai fait aussi. Donc je me dis Ampélia parce que j'adore la vigne, comme tu as dû le comprendre. Même si j'ai travaillé sur mes levures pendant des années, c'est vraiment la vigne qui me plaît. Et donc, je crée ce cru, qui n'est pas une cuvée, je ne veux pas en faire une cuvée, c'est un château Montpellier, château à la notion bordelaise, c'est-à-dire c'est vraiment un cru à part. Et donc, j'achète ces 4 hectares en 2000, et puis en 99 exactement. En 2000, je fais ma première étiquette d'Ampélia. Et puis,
2015, j'ai la possibilité d'un voisin, de racheter un voisin qui me touche de partout. Je dis, bon, il faut que j'y aille. Après, j'ai un autre voisin, il y a 3 ans, qui a encore vendu 2 hectares. Et puis là, devient de prendre un ferme. Donc, c'est 14 hectares aujourd'hui. 14 hectares, ok. Tout au même endroit, sur ce plateau de Saint-Philippe-d'Aiguille. J'ai tout au même endroit. Et là, il y a vraiment des jolis terroirs, vraiment des grands terroirs pour moi. Et vous savez, Castillon, c'est... Et là, je vais on va peut-être me taper dessus quand je vais parler de Bordeaux. Pas ici. Non, mais je suis un passionné de Bourgogne par cette notion de climat et de terroir. Oui. Et c'est vrai que même, vous voyez, Grand Corbin d'Espagne, touche Pomerol, à la sauce bourguignonne, je serais presque plus un Pomerol qu'un Saint-Émilion. Et là, Castillon, on est à la limite de Saint-Émilion. On a vraiment toute la partie est de Saint-Émilion, ce sont des sols argilo-calcaires. Et là, sur l'argilo-calcaire, sur une roche calcaire, on a vraiment des vins. Je suis à la limite de Saint-Émilion depuis ce Saint-Émilion. Enfin, je touche. Donc ça veut dire que le terroir n'a pas tout changé. On sait que la délimitation bordelaise est un peu plus administrative parfois. Et donc on a vraiment cette notion de calcaire, genre calcaire et l'argilo-calcaire à Montmerlot, 80% Merlot, 20% de Cabernet Franc. Et cette appellation est en plein boom. On est un certain nombre de vignerons, justement, passionnés par le monde de la vigne et du vin. On se dit à Saint-Émilion, c'est plus compliqué. Donc, Stéphane Van Nijper, la famille qui a investi. Vous avez la famille Tiempon, hein, qui a pas mal de propriétés là-bas. Hubert de Bois qui a investi là-bas. Les Joannin Bécaud, de Beau Séjour Bécaud, ont investi à côté de chez moi. On a un certain nombre de vignerons de Saint-Émilion à avoir investi à Castillon. Un peu historique aussi. Exactement. En se disant, mais là, il y a un truc fantastique. Et donc... et ça fonctionne, on est vraiment en pleine dynamique. On a créé un club qui s'appelle Castillon Caractère, où on est, les crus que je viens de citer, on est ensemble pour partir de l'avant, dire que Castillon, c'est une super appellation. On essaye d'être des locomotives pour tout le monde. Bien sûr. Et des super terroirs. Et des important. rapports qualité-prix extraordinaires. C'est des vins. Alors, il n'y a pas le nom Saint-Émilion dessus. Et c'est vrai que Castillon, d'ailleurs, il faut savoir, beaucoup de gens disent Côte de Castillon, mais depuis 2008, c'est Castillon Côte de Bordeaux. Parce que moi, je me souviens être allé au Québec avec Côte de mon Ampélia, qui était Côte de Castillon à l'époque. Ah, c'est bien, monsieur d'Espagne, vous avez investi en Espagne, Castillon, c'est bien. Non, je dis, c'est à Bordeaux, à 100 km autour de Bordeaux, personne ne sait où est forcément Castillon. Excellent. Ça peut être un Languedoc, tout ça. Donc, c'est. Bon, bref. Donc, ça a changé de nom. Et vraiment, on est plusieurs vraiment à y croire à fond dans ces terroirs qui sont vraiment superbes. Et des rapports qualité-prix extraordinaires. Oui. Il y a des vins, alors c'est quand même un prix parce qu'on est dans une gamme, nous, autour de 15 euros. Mais aujourd'hui, 15 euros à Bordeaux, je pense qu'on est les meilleurs au monde, sans être chauvin. On va aux États-Unis, les vins de cette gamme-là, mais c'est la folie, c'est des prix. Il faut replacer aussi les prix français dans aussi les prix mondiaux, et effectivement, il y a des prix très élevés à d'autres endroits. Je prends l'exemple. Sur des entrées de gamme, on va dire, intéressantes, des entrées de gamme mais souvent assez chères, on va dire. Et on parle pas du reste, on va dire, on parle pas des petits vins de volume, etc., qui répondent pas au même marché, on va dire. Et je peux raconter une anecdote. Hein. J'ai mon fils qui est en école d'ingénieur agro, il était en Californie, en Napa Valley, il fait une dégustation, on lui dit on voudrait déguster ton Grand Corbin d'Espagne, donc ils font une dégustation à l'aveugle de vingtaine d'Américains autour d'une table, là ils goûtent le vin, bon ils arrivent dessus, amazing, incroyable, c'est super bon et tout, ils goûtent, ah ouais bravo, c'est sûr, ça coûte combien? Ça coûte quoi, 40 $, 50 $? Oh, c'est pas possible, rien que de savoir, parce que les vins qui a moins de 100 $ ou 150 $ aux États-Unis, pour une certaine catégorie de gens, on regarde même pas. Ouais. Et c'est ça. Alors qu'à Bordeaux, j'ai pris mon exemple, mais on a un paquet de crus classés à être entre 30 et 50 €, qui sont des vins qui sont fantastiques, vraiment. Bon. Et pour les appellations, donc Ampélia, Castillon, moi j'y crois vraiment. J'ai un autre cru à Pomerol, j'ai un petit cru à Pomerol qui s'appelle Le Chemin, qui est sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, Le Chemin de Saint-Jacques. Et donc là, j'ai moins d'1 hectare. C'est vraiment, je fais 3500 bouteilles. Depuis quand tu as Depuis 2009, mais c'est vraiment confidentiel parce que je fais 3500 bouteilles, c'est vendu d'avance, je pourrais dire. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je voudrais en faire profiter pas mal de monde, mais bon, c'est comme ça. Mais j'adore Pomerol, moi. Si je devais choisir un vin iconique, ça serait un Pomerol. Donc Le Chemin, c'est une nouvelle aventure aussi en bio. Enfin, nouvelle aventure depuis 2009, parce que ça commence à faire déjà, mais qui me plaît bien. Et alors, la dernière nouvelle aventure, elle date de l'année dernière. Je fais sur Castillon un Bordeaux clairé. D'accord, ok. J'adore les clairés. Ok. Alors, c'est un peu atypique. Tout le monde parle des rosés, tout et tout. Moi, ces rosés pâles, c'est pas ma tasse de thé. Alors, j'en bois comme tout le monde, boire à la piscine et tout. Mais je voulais un vin rouge léger,
Parce que le claret, c'est quand même très typique de Bordeaux. Hein. C'est l'histoire de Bordeaux. Le claret, c'était un vin rouge léger, facile à boire, où on ne fait pas trop d'extraction. Et donc, je fais un Bordeaux claret depuis l'année dernière qui s'appelle Héritage Vinum Clarum, puisqu'à l'époque, ça s'appelait le Vinum Clarum. Et donc, j'ai créé ce vin-là. J'en ai fait très peu, j'en ai fait quelques centaines de bouteilles l'année dernière. J'ai vendu tout en 2 jours. Cette année, je me dis, il y a peut-être un marché là-dessus. Un marché. Je ne suis pas un homme de marketing et de marché, mais j'ai fait ce vin avant tout pour me faire plaisir. Parce que moi, j'aime bien l'été. On ne va pas boire forcément un 2020 qui fait 50 degrés quand il fait chaud. Et donc, d'avoir un vin qu'on ouvre facilement et plaisir. Et hier, j'avais donc une dégustation, un déjeuner de presse chez Joël Robuchon à l'Étoile. Le chef, là, Eric, nous a préparé un plat à servir sur du claret. C'était génial. C'était super bon. Et je pense que tu vois, enfin bref, tout est une question de phase, de mode aussi, un petit peu de consommation. Et on revient sur des rosés de gastronomie qui sont capables aussi de répondre à des plats un peu plus puissants. Et on en a parlé pas mal avec Laurent Fortin du domaine de la Bégude, avec qui on avait pas mal échangé là-dessus. Et qui est vraiment dans on va dire dans ce style de rosé. Voilà, on pourra parler de Tavel aussi, qui fait partie des appellations. Et le Bordeaux Claret a eu une réputation qui n'a pas été très bonne. Et peut-être que c'est aussi une phase, on va dire, qui va changer. Mais tout s'explique. Quand on pouvait produire des vins qui se vendaient plus cher qu'un claret, on n'avait pas forcément intérêt à faire un claret. Donc c'est aussi, les vignerons à un moment ont délaissé, les clarets c'était pas forcément les meilleurs vins parce que à un certain moment ils sont devenus moins valorisés, donc moins intéressants pour le vigneron, qui a ses contraintes économiques comme tout le monde, quoi. Oui, et puis qui le faisait un peu, c'était pas un rebut, mais c'était, moi, je veux avoir des raisins hyper mûrs pour avoir un claret qui a de la fraîcheur, qui a du fruit. Parce que souvent c'était... quand je dis un sous-produit, on faisait une saignée d'une mauvaise cuve qui n'était pas mûre. Non, moi, voilà, parce que il y a 20 ans, j'ai découvert des clarets que j'avais beaucoup aimé. Dès que j'en trouvais, j'aimais ça. Donc, je me suis amusé à faire ce claret. Alors, on l'a regoûté hier, le 2023. Ça tient bien la route aussi. Extraordinaire. Ouais, ça me plaît bien. Mais écoute, voilà, goûter ça un jour. Alors après, est-ce qu'il faut faire du blanc, pas du blanc aussi à Bordeaux? J'ai des terroirs sur Castillon qui pourraient être intéressants parce que j'ai sol argilo-calcaire sur calcaire. J'ai essayé, j'ai réfléchi au chardonnay, mais ouais, moi j'adore un cépage qui est le chenin. Ouais. Il fonctionnerait pas forcément dessus, mais je suis un grand amateur de chenin. J'aime beaucoup le chenin. Voilà. Bon, voilà, donc d'autres projets, d'autres vignobles. Oui, je regarde. Tu continues, même une dynamique incroyable qui s'arrête jamais, quoi. C'est bien. J'ai l'impression d'être un gamin encore, d'avoir encore plein de choses. Écoute, pour ceux qui regardent pas forcément la vidéo, je trouve qu'il y a une pétillance dans tes yeux qui est extraordinaire. On voit tout de suite l'énergie que ça dégage. Et justement, on en a parlé un tout petit peu. On déguste du coup en Pélia là, en ce moment, mais on en a parlé tous les deux avant l'enregistrement de aussi la partie transmission, parler aux jeunes, voilà, c'est quelque chose que tu as pas mal fait. Et tu es encore à la tête du classement de Saint-Émilion. Il y a deux choses, j'aimerais bien qu'on parle de Saint-Émilion, du classement, parce que c'est difficile parfois de comprendre tous les classements, parce qu'il y en a plusieurs à Bordeaux. Et la deuxième chose, c'était de me dire, on a... je regardais un peu tes interviews et tu disais à un moment je veux que les vins de Saint-Émilion soient aussi promus auprès des jeunes, des étudiants, etc. Et c'est très drôle, ça fait écho à une discussion, désolé la question est un peu rallonge, mais à une discussion que j'ai eue la dernière fois, et je crois que c'était avec Yvan Massona, du domaine Bellargus, de Matokiem les Chenins. Voilà, et on parlait de l'importance aussi de former les jeunes générations de sommeliers, à certains vins, parce que c'est aussi hyper important, c'est eux qui vont promouvoir ces vins, etc. On a connu le Bordeaux bashing. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi d'en sortir à travers cette séduction aussi des étudiants et cette explication au-delà de la séduction? Il y a plein de questions. Oui, il y a plein de questions. Mais ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors, le classement, parler du classement et tout ça va découler. Alors, le classement de Saint-Émilion, pour bien comprendre, que tout le monde comprenne, c'est un classement qui date de 1955. Au préalable, il y avait celui du Médoc de 1855. Et après, il y a eu celui des Graves. Donc, c'est vrai que pour comprendre... Et à Pomerol, par exemple, il n'y a pas de classement. Pétrus, ça a été un Pomerol comme un autre, si je puis dire. Il y a le même niveau.
C'est beaucoup plus petit aussi, hein. Pas moi, c'est 7 fois plus petit que Saint-Émilion. Alors Saint-Émilion a voulu créer en 1955 un classement qui a la particularité d'être révisé tous les 10 ans. Donc il y a eu des nouveaux classements, alors 55, après ça a été 69, pas tout à fait 10 ans, puis il y a eu 86, 96, 2006, 2012, parce qu'il y a eu un changement entre 6 et 12, 2012, 2022. En fait, ça démontre que ce n'est pas une position acquise. Pour être un grand cru classé de Saint-Émilion, il faut pendant 10 ans revendiquer l'appellation Saint-Émilion Grand Cru par rapport à Saint-Émilion. Je vais peut-être préciser aussi, hein, mais ça va faire peut-être beaucoup de parenthèses, mais peut-être être précis, puisque Saint-Émilion est la seule appellation qui, sur la même aire géographique, peut faire du Saint-Émilion ou du Saint-Émilion Grand Cru. Pour faire du Saint-Émilion Grand Cru, il y a un cahier des charges qui est beaucoup plus sévère, avec une obligation de vinifier sur place, par le vigneron, mise en bouteille par le vigneron, un élevage qui est quasiment de 18 mois obligatoire, et le vin qui est dégusté systématiquement est mis en bouteille sous la responsabilité du propriétaire. Donc c'est des conditions. Si on a répondu ça, on peut présenter son cru, si pendant 10 ans on a fait ça, son cru au classement. Et là, il y a un comité nommé par l'État, qui est via l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, donc sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, ministère des Finances, pour établir un classement avec un jury composé de personnes indépendantes. Rien à voir, il n'y a pas de Saint-Émilion évidemment dedans. Donc qui vont juger la qualité du vin, qui compte pour 50% de la note, sur les 10 derniers millésimes, à l'aveugle, fait par un jury sélectionné par l'Institut de la vigne et du vin, validé par l'INAO. Avec des tests et tout, donc sérieux. C'est extrêmement sérieux. Et 50% les notes qui se répartissent en fonction de la culture de la vigne, de sa traçabilité, de sa vinification, de son assiette foncière, et une partie concernant la notoriété, l'image du cru, son prix. Qui est important aussi. Qui est important, son prix et ainsi de suite. Et donc, quand on a 14 de moyenne à tous ces critères-là, on peut devenir grand cru classé. Et si on veut devenir premier grand cru classé, puisque Saint-Émilion, c'est des premiers grands crus classés et des grands crus classés. Et donc, aujourd'hui, il y a 71 grands crus classés. Il y a 14 premiers grands crus classés qui, eux, ont été dégustés sur 15 ans et où le prix, l'image, la notoriété prend une proportion plus importante. Car si le prix est cher, bon, ça, on pourrait discuter le sujet, mais si le vin a une notoriété, il est cher, ou est-ce qu'il est cher parce qu'il a une notoriété? Bon, bref, en tout cas, il y a 14 premiers grands crus classés aujourd'hui à Saint-Émilion. Et donc, ce classement est révisable. Voilà par rapport à ces questions. Si tu as d'autres, n'hésite pas. C'est très clair, ça permet de alors on a entendu, repères, entendu peut-être, il y a eu des procès, parce que évidemment les enjeux ne sont pas neutres. Un cru qui perd son classement, ça c'est le foncier, le prix du foncier, ça change beaucoup entre un Saint-Émilion Grand Cru, un grand classé, un premier grand cru classé. Donc, tu le disais tout à l'heure, je suis président, de l'association des grands crus classés de Saint-Émilion. C'est une association de crus qui a été créé en 1982, où il y a quand même beaucoup de crus familiaux à Saint-Émilion, de petits crus. Si on fait la moyenne de Saint-Émilion, on ne l'a peut-être pas dit au départ, mais 5400 hectares, on n'est pas loin de 800 châteaux, la moyenne de la propriété, c'est 7 hectares. Les crus classés, la moyenne, c'est beaucoup de propriétés familiales encore. La moyenne des grands crus classés, c'est 13 hectares. Donc on n'a pas les moyens d'aller faire un voyage au Danemark tout seul, d'aller aux États-Unis, en Chine et tout. Donc on va se réunir et on va faire une association pour promouvoir nos vins ensemble. Et là, on arrive à avoir du monde, on arrive à avoir des distributeurs, des journalistes, parce qu'on est fort quand on est nombreux et ensemble. Sûr, donc on joue du collectif. Et puis les journalistes vont se déplacer plus facilement quand ils savent qu'ils vont déguster plusieurs châteaux qu'un seul. C'est exactement logique d'une certaine manière. C'est effectivement très logique. Donc, je suis président de cette association-là, et effectivement, on en revient ma volonté, moi, de former les jeunes. Très, très importante. Donc, on a parlé tous les deux ensemble au départ, c'est que j'ai créé l'école du vin de Bordeaux. Enfin, quand le CIVB, qui est le Conseil international des vins de Bordeaux, a voulu faire une école du vin, ils m'ont demandé donc de donner des cours. Et donc, je me suis passionné pour ça, parce que pour moi, très important de rendre le monde du vin accessible au grand public. On a tous visité des chais, ou des gens qui sont passionnants, mais qui emploient des mots compliqués que personne ne comprend, ou qui sont un peu taiseux. Et donc, il y a des gens qui disent, mais c'est tellement compliqué le vin, je n'y vais pas. Et justement, essayer de donner quelques clés pour que le consommateur, le jeune consommateur, l'idée c'était justement, au départ à Bordeaux il y a 30 ans, c'était les jeunes qui venaient faire leur formation à Bordeaux, à l'époque c'était des maîtrises ou des doctorats, des trucs comme ça, des écoles de commerce, on vraiment les aidait avec cette école du vin qu'ils aient des clés pour comprendre Bordeaux. Et donc là, pendant des années, j'ai donné des cours, ça m'a passionné. Puis à un moment, j'avais quand même arrivé à un moment bien dans la vie active, j'ai arrêté. Donc c'est vraiment toujours sensible ça. Et aujourd'hui, ça se retrouve à la fois pour mon cru, où je vais le plus possible dans les écoles, les clubs d'œnologiques,
Sciences Po, je vais à Sciences Po Bordeaux, j'étais à Kedge Bordeaux, je viens ici à Paris pour Supélec, enfin il y a les DEC qui viennent me demander donc d'intervenir chez eux. Donc pour moi très important de donner quelques clés, je dirais, aux gens qui peuvent s'intéresser au vin et le dédiaboliser. Parce que les gens disent, mais si j'arrive pas à trouver que ça sent la moelle de sureau, le bourgeon de cassis, je dis non, c'est pas ça. D'abord, vous prenez votre verre, vous faites plaisir, vous aimez pas. Ça sent plus ça. Voilà, 2 verres. Hein. Ça, c'est ça je préfère, ça, j'aime pas bien. Et vous allez acquérir progressivement une mémoire olfactive, gustative, et avoir votre propre vin. C'est pas parce que je veux dire que c'est bon que vous devez trouver ça bon. Ouais, donc, je le fais pas à titre perso, et pour l'association des crus classés, on fait 2 choses. On est pas mal lié avec Kedge. On reçoit Kedge, qui est l'école de commerce de Bordeaux, où on reçoit des gens qui viennent en formation, des classes entières de 30 en anglais ou en français, qui sont à Bordeaux pour des formations, et on les reçoit dans les grands crus classés. On leur fait d'abord une présentation générale de Saint-Émilion à travers Bordeaux, et puis après ils visitent 2 grands crus classés, ils déjeunent avec nous. Enfin, donc ils ont une vraie initiation. Vraie immersion. Et encore vers les jeunes, mais là c'est pour la Belgique, mais je vais peut-être essayer de le faire pour la France, c'est, et tu le disais, aujourd'hui c'est les sommeliers. Moi je veux dire, il y a un vrai travail au niveau de la sommellerie à faire. Et en Belgique, on s'est associé à 5 écoles de sommellerie, des classes, pour que leurs profs nous trouvent des étudiants d'une classe auxquels on associe un sommelier déjà en place dans un bel établissement gastronomique en Belgique. Et donc ils vont les parrainer, ils vont répondre à des questions sur Saint-Émilion, tourner un film pour présenter les vins de Saint-Émilion, et on va en sélectionner une des 5 classes, ils vont venir après s'immerger à Saint-Émilion. Donc vraiment je suis sensible à ça. Bien sûr, ouais. Pour moi capital de vraiment de parler aux jeunes consommateurs, et là où il y a vraiment un travail à faire, tu l'as dit, enfin je l'ai dit pour la Belgique, mais pour la France, pour le niveau sommellerie, il y a un Bordeaux bashing un peu primaire, moi je dirais, et ça vraiment ça me fait mal, parce que vraiment c'est presque caricatural aujourd'hui. On veut pas un Bordeaux parce que on n'est pas à la mode si on boit un Bordeaux, mais on n'est jamais été aussi à Bordeaux aussi dynamique, aussi. Il y a des vignerons, oui, il y a des caricatures. Alors quand je vois Bordeaux, c'est le vin du papa, c'est des vieux vins, il faut attendre 20 ans pour les boire, c'est le vin, on peut le boire qu'à table, avec un super plat et tout. Non, là, moi, pour prendre un apéro, ça me va très bien. Un Ampélia, même un Grand Corban d'Espagne, ça ne me choque pas. Un bel apéro à Grand Corban d'Espagne, bien. Il faut désacraliser un certain nombre de choses. Et je trouve aujourd'hui dommage que certains sommeliers aient une caricature de Bordeaux. Et donc, on a un vrai travail à faire. J'essaie de m'impliquer dans les instances pour ça, et notamment, toujours dit, à Bordeaux, qui avait tout dans la ville de Bordeaux, on ne trouve pas tant de Bordeaux que ça. Hein. Le premier vin bu à Bordeaux n'est pas un Bordeaux. C'est vrai ? C'est un vin de côte du Marmandais, côte de Gascogne. Donc, c'est incroyable. Hein, et c'est tellement bien à Bordeaux, c'est fashion de dire, ah ben ouais, j'ai trouvé un Italien, je vais vous faire goûter un vin de ci, de là. Ouais, mais merde, il y a des Bordeaux, pardon. Je m'emballe un peu. À Bordeaux, il y a quand même des super vins, il y a des rapports qualité-prix, mais on est les meilleurs au monde. Mais il faut aller vers les gens et expliquer. On a un vrai travail de pédagogie. Mais je pense que même mine de rien, tu vois, et je comprends aussi, parce qu'il on ressent que c'est un combat, en fait, pour toi. Et je pense qu'on sort progressivement de ce Bordeaux bashing qui a été catégorique pendant un moment, et maintenant les gens y retournent, et c'est notamment grâce au travail qui est fait pour s'extraire des clichés qui sont parfois issus de vérité, qui ont vraiment existé, et il faut le dire aussi. Et voilà, il y a une image qui est en train de se reconstruire, et qui pour moi ne dépend plus de la région de Bordeaux, mais ce domaine fait comme ceci, ce domaine fait comme cela, et ce qui retrouve une logique. Parce qu'en fait, c'est la logique que toutes les autres régions ont quasiment, c'est de dire ce domaine est réputé, voilà, et ça a de la valeur en fait. Voilà. Donc, mais voilà, donc pour partager un petit peu mon point de vue sur l'évolution en tout cas du Bordeaux et Bordeaux bashing, et nous on reçoit pas mal de domaines de Bordeaux, notamment parce que je trouve ça assez intéressant, en fait, de montrer une autre image. Vous êtes aussi en biodynamie, on n'en a pas forcément parlé, mais sur Grand Corban d'Espagne, ça y est, vous l'êtes depuis 2022, non, c'est ça, alors, 2021 moi, je suis un cerf-volant, je prends du temps. Pour être en bio, j'ai commencé bio, donc 2023 est mon 20e millésime en bio. Okay. Et j'aime bien comprendre comment ça fonctionne avant de me lancer dans une certification. Donc depuis 2008, tout le vignoble était en bio, et j'ai demandé la conversion qu'en 2010, parce que j'étais sûr, le matériel, mes équipes et tout. Voilà. Et biodynamie, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai commencé la biodynamie en 2015.
J'ai recruté un chef de culture qui était vraiment passionné par la biodynamie. Donc il faut avoir une équipe quand on est en bio et en biodynamie. Et donc j'ai fait tout en biodynamie en 2019. J'ai demandé en 2021, mais c'est 3 ans aussi. Donc c'est pour ça que j'étais pour la première fois à Biodivin, mais même avec un vin qui n'était pas en bouteille, c'est-à-dire en 2022. Je n'ai pas le droit de présenter des millésimes antérieurs. Mais pour moi, il y a un intérêt, et cette biodynamie, ce que j'aime dans la biodynamie, c'est le bon sens. Paysan, vigneron. Alors, je vais être peut-être par rapport à la biodynamie, je suis assez pragmatique. Je me méfie aussi de certains gourous dans la biodynamie, de ci, de là. Je prends la biodynamie, comme le disait Madame Leroy Labise, voilà, c'est des choses merveilleuses. C'est vraiment un travail de vigneron, c'est un travail de bon sens, la biodynamie. C'est pas prendre des gens pour des huluberlus qui sont comme ça. Et venant d'un parcours scientifique, c'est vachement compliqué quand même de dire qu'on va mettre de la bouse de vache dans des cornes, qu'on va enterrer, repartir à un certain moment et en mettre tant de grammes à l'hectare. Dire, quand je dis ça à mon épouse qui est assez carrée, elle me dit mais faut pas avoir fumé la moquette parce que ça peut. Mais il y a des choses quand même intéressantes, impressionnantes. Et je trouve dans mes vins, même des gens qui ne sont pas du tout biodynamie, même de mes acheteurs, on trouve que dans tes vins, depuis quelques années, on trouve qu'il y a un élan, il y a une fraîcheur. C'est pas quantifiable à la scientifique. C'est 1 + 1. Ou ça, on fait ça donne ça. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas quantifiable, mais en attendant, tu parles de différence de degrés dans les rangs de vignes, de degrés en température, de degrés alcooliques. Donc, si, il y a une différence. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que tu l'observes. Et le pH, surtout. La fraîcheur. Donc voilà, il y a des choses quand même qui se passent et qui sont intéressantes. Ok. Je trouve ça important. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse, mais je vous recommande, on est au mois de décembre et cet épisode sera diffusé plus tard, mais il y a un très très joli article qui est sorti sur le Figaro Vin sur la Louise Leroy, qui a été élu 5e meilleur vigneron de l'année par le Figaro Vin, et que je recommande. Référence à cet article-là. Qui est extraordinaire. Elle est magnifique. 91 ans, 94 ans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, ça. Quand je lis ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et on sent la sagesse aujourd'hui où certains partent dans des trucs, la sagesse de Vrignon. J'adore la Bourgogne aussi. J'aime ce. J'étais en Bourgogne il n'y a pas longtemps. C'est cette notion de terroir, ce respect du sol, de ces climats. Je trouve ça passionnant. Et cet article. Je suis d'accord. Extraordinaire. Je te propose, puisqu'on approche de la fin, on a depuis tout à l'heure Château Ampélia dans le verre, on ne l'a toujours pas dégusté. Oui. Peut-être de passer à la dégustation. Alors, je ne sais pas si tu veux la commenter, etc., mais peut-être expliquer on a parlé un petit peu d'encépagement tout à l'heure. Tu me disais c'est 80% Merlot. 20% de Cabernet Franc. Okay. Là, on est vraiment sur des roches calcaires, sur de la roche calcaire, sur l'argilo-calcaire. Donc, ce que je veux démontrer dans mes différents vins, c'est la personnalité du lieu, la personnalité du terroir. Moi, je suis là pour accompagner le terroir. Il faut arrêter de croire qu'on est l'homme magique et qu'on va faire des vins signés. Non. Moi, c'est essayer de valoriser mes 3 terroirs différents. Un Gravelo Silicio à Pomerol, un argile bleu sur Saint-Émilion et un argilo-calcaire sur Castillon. C'est de maintenir, et tu vas le voir, pourtant c'est la même philosophie de travail, il y a beaucoup plus de minéralité, plus de fraîcheur. Les pH naturellement sont plus bas dans ces vins, donc il y a un peu plus d'acidité. Et c'est vrai qu'en en bio, on a un peu plus d'acidité. Mais justement, avec ces millésimes riches et ces terroirs argilo-calcaires permettent de maintenir cette tension dans les vins. Donc c'est plutôt des vins de début de repas, mais des vins qui tiennent bien. Je fais un élevage, je calme le bois. Par contre, j'ai fait un peu trop, à mon avis, de bois à un moment. Là, je suis en train d'évoluer pour avoir peut-être maintenir des vins un peu plus accessibles, un peu plus tôt. Parce que c'est des vins qui, dans leur jeunesse, sont un petit peu droits, un peu stricts et un peu sévères. Et tout le monde n'a pas peut-être l'idée de se dire en Castillon, je vais attendre 20 ans. Moi, je ne veux pas faire une cuvée voilà, je veux faire un vin de consommation, de plaisir. Et donc, je ne suis pas de changer de tout à tout, il ne faut pas. Mais tout doucement, de réduire la partie bois neuf, avec peut-être des amphores, ou peut-être faire une partie en cuve pour justement moins avoir ce côté strict des tanins qui renforce un peu le côté minéral. Et là, on l'a sur le 2020, c'est la première année où j'allais vers cette direction. Là, on le voit bien, côté tannique sur la langue, la tension que l'on a par rapport à Grand Corban d'Espagne, qui est plus dans le velours, dans la texture, dans le très soyeux. Là, on est plus dans la droiture. Oui, exactement. Dans le vin ferme. C'est le côté aussi calcaire qui marque un petit peu. Exactement, qui marque un peu plus.
On peut le boire maintenant en l'ouvrant un peu à l'avance, hein, Ouais. parce que c'est justement, ça je dis aussi, j'en reviens aux jeunes à expliquer. Oui, tout. et ça, je suis d'accord avec toi. Boire les vins, mais les mettre en carafe, faut pas hésiter. Ouais, J'en en fait, dis, c'est ça. faites l'expérience, vous avez cette bouteille-là, vous l'ouvrez le soir, Ah non, mais- elle est fermée, vous le goûtez le lendemain, elle est magnifique. Non, mais... 5 heures à l'avance, moi j'ai dit. C'est faut marrant pas parce que tu vois, tu dis ça, et ben, justement, parmi les Bordelais qu'on a accueillis, on a accueilli une Bordelaise qui était Annabelle Cruz-Bardinet, que tu dois très bien connaître, qui Bien est sûr. Château Corbin. Et on avait goûté ses vins pendant le podcast. Moi, j'ai regoûté le vin le soir, et je me suis dit, waouh, quoi. Mais qu'est-ce que ça lui a fait du bien d'attendre un petit peu, quoi. Et j'ai des discussions aussi parfois avec des amis qui me disent, bah voilà, mais ah ouais, tu carafes, etc. Je dis, mais bien sûr, c'est un vin jeune. Là, on va le consommer dans assez peu de temps. On va pas pouvoir le laisser ouvert pendant des heures. Donc oui, il faut lui apporter de l'oxygène. Exactement. Et il va révéler mais beaucoup plus de son potentiel, quoi. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'élevage en barrique. En fait, l'oxygène va permettre de polymériser les tanins et donc de faire des macromolécules et de le rendre moins agressif après en bouche. C'est ça qui est important. Et faut dire à tous ceux qui font de l'expérience, une bouteille jeune le lendemain. Donc, Ouais. si elle est à moitié, le vin est fabuleux. Donc c'est 4 ou 5 heures à l'avance, faut pas hésiter. Ouais. Retenir, et moi j'ai des gens qui font l'inverse, souvent d'ailleurs des personnes un peu âgées, qui disent l'inverse. Ah ouais, moi mon vieux vin, je l'ouvre longtemps à l'avance, c'est mon vieux vin. Je dis non, c'est comme vous, je lui dis. Plus vous allez vieillir, plus vous allez être sensible au courant d'air. Le vin, c'est exactement la même chose. Excellent. N'hésitez pas, vous mettez dans des écarts, et même des carafes qui sont évasées dans les vins jeunes, les Ouais. vins qui ont 5-6 ans. C'est ça. Il faut vraiment que ça prenne de l'oxygène. Et par contre, plus le vin va vieillir, plus on va le respecter, on va l'ouvrir moins longtemps à l'avance. Moi, j'ai la chance d'avoir des bouteilles de 1926, 1928 familiales Incroyable. dans mon caveau. On ne le met même pas en carafe parce qu'on va le casser le vin. Ah Donc, oui, on bien sûr. va le servir très délicatement parce qu'il est enfermé dans sa bouteille depuis bientôt Oui, on le un décante siècle. même pas, c'est trop dangereux. C'est trop quoi. dangereux. On va le verser et le vin est fabuleux. Mais par contre, au bout de 4-5 heures, Il s'est éteint. il va s'éteindre. Alors que le vin jeune, faut pas hésiter. Et qu'est-ce qu'on entend par le vin jeune pour les grands Bordeaux? C'est des vins qui ont moins de 5 ans. Vous voyez, ce 2020, jamais ma grand-mère n'aurait bu ce vin. Il fallait attendre 15 ans. Parce que c'était extrait, c'était plus... il fallait que les tanins se fondent. Aujourd'hui, par l'élevage, par le travail que l'on fait, on a beaucoup plus de maturité. Et donc, on a des raisins, des vins qui sont bons à boire jeunes. Donc la leçon, c'est un Bordeaux jeune. On va le carafer. Ouais. Pour lui apporter l'oxygène, on prend des verres adaptés et ça se déguste à Exactement. l'apéro, au plat, quand vous voulez. Exactement. C'est tout à fait ça. Faut pas hésiter. Bon, et ben écoute, on va conclure justement sur ces quelques mots. Merci à toi pour cet très bon échange moment. passionnant. Ah ouais, moi je parlais pendant des heures encore, j'ai pas grand chose à dire, mais on a abordé beaucoup de sujets très librement et c'est super. Merci en tout cas. Bah écoute, plaisir partagé et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.